Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi je suis Hervé Beaumontier, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, donc il y a David Rémaud qui est avec nous et qui va grandement animer cet après-midi. Le programme qu'on vous a concocté. Alors, pour commencer, on va donc faire un petit quiz. Certains ont déjà commencé à se connecter, donc c'est très bien. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, a priori, ça se passe plutôt bien. Vous arrivez bien à vous inscrire, donc normalement, c'est jouable pour tout le monde. Euh, donc ça va être une première partie. Et puis après, on va faire donc un deuxième temps où on va parler un petit peu plus de ce qu'est effectivement le numérique responsable dans sa globalité. Et puis enfin, comme vous êtes dans la filière système et réseau, il y aura donc un zoom qui va être fait toujours donc par David sur la partie les impacts du numérique sur le réseau et voir un petit peu en quoi nos choix que nous pouvons faire peuvent être donc impactants sur le numérique. Voilà, donc David travaille donc chez NUM et RES. Tu veux peut-être nous en dire deux mots? Oui, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, je travaille dans un cabinet de conseil en numérique responsable que j'ai lancé récemment et je suis consultant en numérique responsable pour aider les clients entreprises, hein, et collectivités dans l'élaboration de leur démarche numérique responsable, de la sensibilisation utilisateur au suivi des tableaux de bord et de la mise en place de leur feuille de route numérique responsable. Ok, merci. Voilà, alors après, ça va être quelque chose qui se veut le plus interactif possible. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat ou directement en ouvrant vos micros. Il y a pas de souci, hein. L'objectif, hein, c'est vraiment de partager sur cette thématique-là. Et puis, voilà, il n'y a pas de questions taboues, de sujets qu'on ne souhaite pas aborder. À vous de faire vivre cet après-midi comme vous le souhaitez. Ok? Je vais juste attendre 2-3 minutes pour que tous ceux qui veulent se connecter pour faire le petit quiz aient le temps de le faire. Et puis, on démarre voilà, dans 2-3 minutes. Euh, voilà, donc, histoire de récompenser le plus valeureux ou la plus valeureuse qui va réussir au mieux ce petit quiz. On propose un petit lot, donc ça va être un livre des éditions. J'en profite pour remercier la société OM Conseil. C'est la société qui a produit les questions du quiz. Voilà, faut quand même les remercier puisque c'est eux qui ont fait ce travail-là. Alors, on voit qu'on est en réseau, hein. Bonjour slash all. Bonjour Tyrenem Pipeline Select Étoile. Donc pour le moment, ça se connecte encore, donc j'attends encore un peu, puisqu'a priori, il y en a qui sont encore en train de se connecter. Ah, ça se calme, c'est peut-être que tous ceux qui voulaient se connecter ont pu se connecter. Ah, là, ça y est, c'est reparti.
Donc HASR 2009, ça ressemble à une promo, ça. Allez, on se laisse encore 2 petites minutes et puis on commence. Ouais, Luc, je suis ton père, c'est pas P-A-I-R? Alors, on n'a pas de. On a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait vous proposer effectivement comme livre. Et on n'a pas de livre pour le moment aux éditions Veni, mais bon, peut-être que ça va venir, peut-être que parmi vous, peut-être que David va avoir envie d'en écrire un sur cette thématique, peut-être à venir. Mais c'est vrai qu'effectivement, on avait envie de vous donner un livre qui soit sur cette thématique-là. Donc là, on va vous laisser libre de choisir le livre que vous souhaitez. Euh, mais ouais, il y a un livre qui devrait sortir, qui est en préparation sur le Green IT. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'il doit sortir. Mais si vous souhaitez ITIL l'intégrale, vous pourrez choisir ITIL pour ceux qui sont fans d'ITIL. Pour le livre sur Alors, le numérique et responsable et le réseau, j'en parlerai avec Hervé plus tard. ça Ça peut être marche. une bonne idée. Avec grand plaisir. Donc, Bon, on va peut-être commencer parce qu'après, du ouais, coup, c'est ce que j'allais dire. ouais. Là, on a 87 personnes connectées à la réunion. On en a 72 sur le petit jeu. Donc, je pense que ceux qui voulaient, a priori, ont dû le faire. Ah, ça arrive encore, hein. Dépêchez-vous, parce que je vais lancer là. Allez, attention. Top, c'est parti. Alors, première question. Un ordinateur en veille utilise quelle part en pourcent de l'équivalent de sa consommation en marche? Ah, ça fuse, là, il y en a qui sont au taquet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, la bonne réponse, c'était donc 40%, donc il y en a 12 qu'on trouvait. Donc effectivement, 40%, ça paraît quand même beaucoup, hein, parce que c'est pas du tout une quantité négligeable d'avoir effectivement un ordinateur en veille. On peut s'imaginer, bah oui, il fait rien. Bah oui, mais le rien consomme quand même 40% de ce qu'il consommerait par rapport à quand il est en activité. Donc ça, c'est pour les scores. Donc effectivement, quand vous êtes plus rapide, vous avez encore plus de points. Mais après, il faut donner la bonne réponse aussi. Hop. Donc voilà ce qui est donné, comme effectivement 40%, on vient de le dire. Et puis on se rend compte que même d'un point de vue économique, bah, finalement, si on a notre PC qui est en veille quand on ne l'utilise pas, si c'est 24 heures sur 24, ça fait quand même 100 euros d'électricité par an. Et puis bah, à l'heure actuelle, les coûts de l'énergie ont tendance à augmenter, donc ça vaut quand même le coup de vraiment éteindre ces machines. Donc voilà, passer à l'action, hein, éteindre les PC, tablettes, imprimantes, tout ce qui ne sert plus une fois qu'on n'en a plus besoin. Allez, on va passer donc sur la deuxième question. Combien de kilos de matières premières est-il nécessaire de mobiliser pour fabriquer un PC de 2 kilos? Et
Top, c'est terminé. Donc, il faut 600 kilos de matière première qu'il va falloir extraire pour effectivement arriver à fabriquer un PC qui, au final, va faire que quelques kilos. Donc ça, c'est le petit point sur les scores. Donc il y en a qui ont gagné 6 places. David C. Salut, prend la tête. Allez, on continue. Donc, 600 kilos pour un smartphone, c'est 70 kilos, bon, sachant qu'un smartphone, ça pèse que quelques centaines de grammes. Donc, c'est effectivement énorme la quantité de matière qui est nécessaire. Et c'est extrêmement polluant. David vous en reparlera par la suite. Donc, l'objectif, hein, c'est faire durer un maximum son matériel, donc minimum 5 à 6 ans pour réduire finalement cet impact initial. Allez, on poursuit. Alors, combien de temps faut-il à minima conserver nos PC pour réduire leur empreinte environnementale? On a un peu spoilé avec la question précédente. Donc 5 à 6 ans, effectivement. Donc effectivement, ça a été un petit peu spoilé avec la question précédente. Donc sur les scores, hop, c'est toujours celui qui est en tête. Il y en a qui montent. Donc 5 à 6 ans, hop, j'accélère un peu. Donc objectif, hein, faire durer au maximum son matériel parce que ça permet d'avoir moins de matières premières qui sont utilisées pour le faire, moins de transport, moins de pollution, de l'eau, de l'air, des sols, etc., etc. Combien de litres de pétrole sont nécessaires pour fabriquer une cartouche d'imprimante, d'après vous? Alors, il faut 3 litres. Ouais, 3 litres pour une petite cartouche d'imprimante. Hop, ah, il y en a qui montent là. Mais toujours ça lui en tête. Donc 3 litres pour fabriquer une cartouche de tonnerre. Donc les questions à se poser hein, quand on a besoin d'imprimer, hein, c'est est-ce qu'on a réellement ce besoin? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va imprimer puis finalement on va à peine le regarder et puis ça va rester avant de passer à la poubelle? Les cartouches, elles peuvent se recharger, donc ça évite des productions de choses qui partent direct à la poubelle sans donc autant l'utiliser. Et puis après, donc imprimer en noir et blanc, supprimer les visuels inutiles, donc vous pouvez retravailler un peu le document avant donc de l'imprimer. Dans une entreprise moyenne, le volume d'emails envoyés par jour émet autant de CO2 qu'un trajet en voiture pour quelle distance? Donc effectivement, la majorité, vous avez la bonne réponse, c'est effectivement 1000 km. Ah, changement de leader. PJ prend la tête. Donc chaque jour dans une entreprise, donc une entreprise de moins de 100 salariés, le volume d'emails émet autant donc, de CO2 qu'un trajet en voiture donc, de 1000 km. En moyenne, c'est 33 emails reçus, 58 envoyés. Donc ça, c'est une moyenne. Hein. Et donc ça a un impact écologique donc, qui est équivalent en CO2 de 1000 km. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? Mettre en destinataire ou en copie que des personnes qui sont réellement concernées, donc faire attention effectivement à ne pas diffuser à l'ensemble de la Terre des choses qui ne concernent qu'une ou deux personnes.
Ne conservez que les emails qui sont importants. Donc là, on est dans le Cyber Cleanup Day, donc j'espère que vous avez pu participer aux différents challenges que l'on a mis en place sur les nettoyages, en particulier d'emails. Et puis donc, sur la volumétrie du mail, on peut faire effectivement attention à supprimer sa signature, alléger sa signature, choisir un format de texte pour envoyer un email plutôt qu'un format HTML. Ce qui permet effectivement d'avoir un impact moindre. Un employé envoie 30 emails par jour en moyenne, des emails donc sur un email de 1 MO. Ceci est équivalent donc à la consommation d'une ampoule de 25 watts allumée pendant combien de temps? 2, 1, 0. Donc pendant 24 heures, ouais. Donc là, il y avait ouais, c'était assez partagé dans les réponses. C'était effectivement 24 heures. Hop, le tableau des scores évolue, mais on a toujours PJ qui est leader. Donc, un email de 1 MO, ça équivaut donc à 60 minutes d'une ampoule allumée. Un email, donc sans pièce jointe. Donc là, ça ne fait que 12 minutes. Donc, ça, effectivement, faites attention à vos pièces jointes. Donc, sur ne pas envoyer des choses trop lourdes ou éventuellement plutôt déposer sur un serveur le fichier et mettre le lien dans l'email. Quel éco-geste est le plus utile pour réduire l'impact du numérique sur la planète? Alors, bien évidemment, tous ces éco-gestes sont importants, mais effectivement, il y en a un qui a plus d'impact que les autres. Donc, c'est faire durer le matériel. Bravo, vous avez majoritairement la bonne réponse. C'est effectivement ce qui a le plus d'impact, hein, puisque la fabrication a un impact énorme. Donc, si on arrive effectivement à fabriquer moins souvent, moins de produits, c'est ça qui va effectivement permettre d'avoir une empreinte écologique réduite. Ah, salut, reviens en tête, reprends la tête. Donc, la fabrication des équipements se concentre aux 36 à 87% des impacts environnementaux par rapport donc à la totalité du cycle de vie. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire très attention à cet élément-là. Il y a une règle qui est assez simple, la règle des 3 R, pour effectivement chercher à réduire cette empreinte écologique. Le premier R, c'est réduire ou refuser, en se posant la question, est-ce que j'ai réellement besoin? Alors ça peut être d'un nouveau matériel, mais ça peut être aussi d'autres choses. Est-ce qu'on en a besoin pour de vrai? Deuxième possibilité, c'est le R de réparer. Mon appareil, il est en panne. Est-ce que je suis capable de le réparer ou de le faire réparer? Il y a beaucoup de téléphones portables qui sont mis au rebut parce qu'ils ont juste un écran de cassé ou une batterie qui ne tient plus la charge. C'est des choses qui se réparent, qui se changent. Donc, deuxième réflexe à avoir. Et enfin, le recyclage. Si vous avez du matériel informatique qui traîne dans vos tiroirs, dans vos placards, alors c'est moins pire que ce soit à la poubelle, mais autant effectivement les mettre dans des filières de recyclage pour qu'on puisse récupérer. Alors on en récupère malheureusement peu, mais on peut récupérer un certain nombre de choses qui sont précieuses. Alors, si Internet était un pays, son empreinte environnementale équivaudrait à combien de fois celle de la France? Alors, vous m'avez dit 4 fois pour la plupart. Non, c'est. Alors, heureusement, c'est pas encore jusque-là. C'est 3 fois.
Ça viendra peut-être parce que pour le moment, le numérique est en train d'exploser, mais pour le moment, on est plutôt à 3 fois la consommation de la France. Un peu d'évolution au classement. Donc ça, c'est les chiffres de 2019. Après, suivant les indicateurs que l'on va utiliser, si on est sur la partie consommation d'eau, consommation d'électricité, si on est sur la pollution, si on est sur les émissions de gaz à effet de serre, voilà, ça peut varier, mais l'ordre d'idée, c'est effectivement 2 à 3 fois la France. À nouveau, la règle des 3 R hein, pour passer à l'action. Et puis, effectivement, avoir une conscience que rien n'est virtuel. Alors, je parle à des administrateurs système et réseau, hein, rien n'est virtuel. Il y a toujours quelque chose physiquement derrière. Le cloud, c'est effectivement derrière, eh ben, il y a des machines, des serveurs, des équipements réseau. Et donc, il faut en être conscient. D'où proviennent principalement les impacts environnementaux du numérique? Est-ce que ça provient des data centers, des équipements des utilisateurs ou des équipements réseau? Alors, beaucoup pensaient que c'était les data centers. Alors non, les data centers, effectivement, ça a une grosse consommation, mais en fait, c'est utilisé par beaucoup, beaucoup de monde. Donc finalement, c'est assez mutualisé et c'est hyper optimisé normalement. Donc non, les plus gros impacts, c'est les équipements des utilisateurs, parce que là, il peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est démultiplié par le nombre d'utilisateurs, et c'est pas forcément des éléments qui sont optimisés d'un point de vue consommation d'énergie. Un nouveau leader avec Gwen. Donc, les équipements d'utilisateurs, hein, ça totalise entre 64 et 91% des impacts sur l'énergie, gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, l'eau et les ressources nécessaires. Alors que ce n'est que 53% pour les data centers et 47, pardon, d'un point de vue gaz à effet de serre, pardon, c'est 53% pour les data centers et 47% pour les équipements utilisateurs. Mais globalement, c'est les utilisateurs, les équipements des utilisateurs. Donc, à nouveau, hein, faire durer le plus possible nos équipements et penser aussi au reconditionner, c'est un élément, et au fait que les équipements puissent être réparables ou non. Donc là, maintenant, on a des indicateurs qui sont en train d'apparaître pour nous donner un indice de réparabilité. C'est intéressant quand même de s'y intéresser quand on a besoin donc d'acheter du matériel. Quelle est la part de la vidéo en ligne dans les flux mondiaux de données? Alors, 60%, bravo, vous aviez majoritairement trouvé. Sur le classement, on a toujours le même leader. Hop. Donc 60% des flux, et donc ça fait 1% des émissions globales de CO2 dans le monde. Et donc c'est une grosse consommation d'énergie. Donc les vidéos, ça effectivement, il faut faire, alors hop, sélection. Faut faire attention sur la façon dont on va consommer nos vidéos. Faire attention aussi à tout ce qui est lecture automatique. Donc ça, c'est en train de changer. Normalement, ça devrait, les navigateurs ne devraient plus lire automatiquement les vidéos. Et effectivement, préférer les modes de transmission qui sont donc du multicast pardon, par rapport à des flux individuels. Enfin, il me semble que c'est la dernière question. Quel est le volume de gaz à effet de serre émis par une vidéo de 30 secondes en basse qualité partagée 1 million de fois?
Alors, il y en a 27 qui avaient la bonne réponse et 320 kilos équivalent CO2. Alors, on va voir maintenant les scores finaux. Ah non, il ne les met pas tout de suite, il fait un peu de suspense. Donc, 30 secondes, 1 million. Alors, c'est sûr, quand on a 1 million de vues, tout de suite, ça multiplie. Et donc, ça fait l'équivalent de 1500 km en voiture. Donc là, il faut penser effectivement à nos vidéos de chat qu'on partage sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a un réel intérêt ou pas? En tout cas, ça a un réel impact. Sur les bonnes pratiques, donc je partage en conscience les contenus vraiment utiles qui ont un intérêt et pas donc n'importe quoi. Hop. Et enfin, je pense que c'est là qu'il va nous dire le podium. C'est parti. Donc, Rémi A fait 3e, Gwen fait 2e et premier, c'est PJ. Bravo à vous. Et je vais donc laisser la main à David pour la suite. Merci, merci Hervé pour l'animation de ce quiz et félicitations à PJ pour son score. Alors, je vais partager. Nous allons poursuivre cet après-midi avec la deuxième partie, donc autour du numérique responsable, pour vous donner une vision du numérique responsable et de toutes les interactions qu'il y a entre ce sujet et d'autres que vous pouvez rencontrer dans l'entreprise. Juste pour finir de ma présentation de tout à l'heure, donc j'interviens dans les entreprises pour délivrer des prestations de conseil. Et donc, j'interviens également aussi dans certaines animations citoyennes, telles qu'aujourd'hui la Cyber World Cleanup Day, mais également celle qui va démarrer prochainement en avril, la Tech for Good, et sur des ateliers ludiques autour de différents sujets, dont la fresque du climat et la fresque du numérique, que vous pouvez voir même par vous-même en allant vous inscrire à une session qui peut se dérouler en présentiel ou en ligne. Et ça permet de sensibiliser beaucoup de personnes, et ce sont des fresques qui sont aussi réalisables dans un milieu professionnel. Donc comme vous, je suis dans le milieu des infrastructures depuis certes un peu plus longtemps que la majorité, et donc maintenant j'ai fait un pas de côté pour m'orienter vers le numérique responsable. Alors qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? Alors, beaucoup de personnes feront l'analogie avec le Green IT, mais je vais vous préciser un petit peu plus aujourd'hui le périmètre du numérique responsable. Donc, on pourrait résumer ce sujet-là comme une démarche. L'objectif de la démarche est de réduire l'empreinte de l'informatique, du numérique, sur différents aspects. On parle souvent de 3P, People, Planet, Profit ou Prosperity. Et donc, c'est de pouvoir faire en sorte que l'impact du numérique soit le plus positif, ou en tout cas limiter aussi les impacts négatifs. Donc, on parle aussi de transition numérique, et l'objet, c'est d'aligner la transition écologique et la transition numérique pour qu'elles soient complémentaires, que le numérique ne soit pas qu'un problème, mais qu'il soit aussi acteur de la solution. On parle souvent donc de ce qui est bon pour l'humain, de ce qui est bon économiquement pour la planète, et de plus en plus, on élargit ça à d'autres sujets autour de la paix et des partenariats. Donc, le sujet du développement durable, il vient de l'ONU. Donc, ça fait partie d'un agenda, l'agenda de 2030, qui a pour but de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie sur Terre, quoi. Dans le développement durable, on retrouve plusieurs objectifs qui ont été déclinés en 17 groupes. Et donc, ces objectifs-là ont été partagés, et le numérique peut être inclus dans une ou plusieurs de ces 17 objectifs de développement durable.
Vous retrouvez l'intégralité et le détail sur le site de l'ONU, mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse agir à la fois sur les conditions de vie, sur les conditions sociales et également sur la planète. Donc le numérique responsable, je disais tout à l'heure, on parle souvent de Green IT parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était un sujet qui était assez, on va dire, communiqué, hein, et sur lesquels il y avait pas mal d'actions, mais qui n'ont pas perduré pour certaines. Donc, qui était autour vraiment de la réduction de l'empreinte du numérique, mais qui était plutôt le volet informatique. Maintenant, le numérique responsable prend en considération d'autres des éléments. Le fait de pouvoir rendre accessible un service informatique. Rendre accessible, c'est pas seulement faire en sorte que des personnes handicapés puissent accéder à un outil, c'est aussi faire en sorte que des personnes qui sont éloignées du numérique, hein, qui n'ont pas les bases, puissent mieux s'en servir, ou des personnes qui sont dans des zones géographiques mal desservies par le numérique pour pouvoir aussi s'en servir. Donc il y a un aspect beaucoup plus large que le handicap. Il y a un aspect également autour de l'éthique, hein. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on respecte différentes normes, hein, dont celles autour de la protection des données personnelles, et puis se poser des questions sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, qui pose beaucoup de questions sur comment il est développé, quelles données sont utilisées. C'est un sujet assez complet par rapport à ça. Un autre sujet aussi est inclus dans le numérique responsable, dans les différents axes, concerne la partie résilience des organisations. Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir des environnements qui soient les plus collaboratifs, respectueux des normes et dont l'innovation fait en sorte que les entreprises et organisations soient suffisamment résilientes dans le temps. Et puis un dernier axe qui est celui des comportements et des valeurs. Donc pour faire également aussi en sorte qu'on soit dans une démarche de pilotage, également d'engagement, d'innovation sociale pour pouvoir être sûr que le numérique, entre sa balance positive et négative, se rééquilibre dans le temps pour qu'il puisse être soutenable pour tout le monde. Un autre point important à prendre en compte, c'est la notion de cycle de vie. Celle-ci est importante parce qu'on est souvent focalisé sur une partie du cycle de vie pour identifier son impact, mais il faut bien en prendre l'intégralité du cycle de vie, donc à savoir la première partie, c'est la fabrication et quels éléments étaient nécessaires pour fabriquer les équipements. L'autre élément qui est souvent aussi moins regardé, c'est la partie fin de vie. Que deviennent les équipements, les services obsolètes? Et entre-temps, il y a différentes phases qu'il faut prendre en compte. Lorsque l'on veut du coup vraiment regarder un impact, il faut garder l'intégralité. Pour faire l'analogie dans le monde de l'automobile, entre une voiture électrique et une voiture diesel, eh bien l'impact va être différent entre l'utilisation, la fin de vie et la fabrication. On va mettre aujourd'hui en avant les voitures électriques parce qu'elles sont vraiment peu énergivores d'énergie fossile, et en fin de compte, elles ont un coût beaucoup plus important à la fabrication. Donc c'est cette intégralité du cycle de vie qu'il faut avoir en tête lorsqu'on est dans une démarche d'achat, de fin de vie, de création de services et autres. Typiquement, pour vous représenter un petit peu le cycle de vie, l'impact du numérique, il est plus que l'utilisation et la consommation d'énergie que l'on met souvent en avant. C'est directement à partir de sa fabrication, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le quiz. Il faut beaucoup de ressources et de matières pour construire des équipements. Il y a des équipements qui nécessitent des métaux rares, des métaux précieux, et donc il faut pouvoir les extraire, mais il faut aussi pouvoir gérer l'approvisionnement, toutes les tensions géopolitiques qu'il y a au travers de cette manne financière pour certains États.
Il y a les conditions de fabrication également, hein. Il y a des produits dangereux qui sont utilisés pour réaliser les équipements, l'extraction et puis la conception de matériel. Et puis, au-delà de la partie utilisation, il y a après le recyclage. Qu'est-ce que l'on fait de nos terminaux? Comment est gérée la fin de vie? Et ça, c'est un sujet important parce que malheureusement, aujourd'hui, le continent sur lequel on est, bah, c'est plutôt un continent d'utilisation et les autres continents sont plutôt des continents d'extraction, de fabrication, de recyclage. Et donc, on a un très bel équipement qui est tout beau, tout brillant, mais on ne regarde pas à côté, on ne regarde pas forcément ce qui devient après. Voici quelques images pour illustrer ces propos. Et puis, vous avez pas mal de reportages autour de ces différents sujets qui ont été diffusés à la télé. Et puis, vous avez aussi pas mal de littérature pour également compléter vos questionnements par rapport à ces sujets-là. Donc pour limiter ce que l'on vient de voir, hein, limiter l'impact à la fabrication, l'impact à l'usage et l'impact à la fin de vie, eh bien vous avez des éco-gestes qui existent, hein. Ça a été évoqué dans les différents quiz, les questions du quiz tout à l'heure. Et donc Hervé parlait des 3 R, maintenant on est au 5 R, demain on en aura peut-être un peu plus. Mais donc voilà, l'objectif c'est de se questionner à toutes les phases. Déjà par rapport à la réduction, donc la réduction, comme on l'a vu, ça peut être la réduction sur le nombre de données que l'on a aujourd'hui sur nos différents services, réduction du nombre d'équipements également. La réutilisation, c'est un sujet qui est à prendre en compte dans différents cas d'école qui sont à la fois sur la partie matérielle, mais aussi sur des logiciels et autres. Donc voilà, cette réflexion d'économie circulaire est intéressante à prendre en compte. Le recyclage, on l'a évoqué, réparer aussi, ça a été évoqué, hein, donc ça coule de source. Et puis aussi refuser, hein, refuser d'acheter le dernier équipement à la mode, refuser d'acheter des équipements qui peuvent sembler pas forcément utiles, hein. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des chaussettes connectées ou une brosse à dents connectée? Voilà, donc il y a des questions à se poser sur certains choix d'achat. Donc voilà, il faut être aussi consommateur. Dans le numérique, il y a aussi une autre règle, un petit peu les 3 U, savoir si on a besoin de quelque chose, hein. Donc, est-ce que le service que je suis en train de concevoir, est-ce que celui-ci, il est vraiment utile? Est-ce qu'il y a vraiment derrière un usage qui sera fait? Un autre point, c'est la partie utilisable. Est-ce que le service que je suis en train de délivrer serait vraiment utilisable par tout le monde de manière simple? Donc là, on est vraiment sur des aspects d'expérience utilisateur. Et puis, l'autre sujet, bah, c'est aussi est-ce qu'il sera vraiment utilisé? Est-ce que finalement, le produit est adapté à ce qu'attendent les utilisateurs? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Ou est-ce qu'il va terminer juste sur un site zombie, ou est-ce que c'est un équipement physique qui va terminer dans le fond d'un placard, comme certains bracelets connectés par exemple. Voilà un petit peu avec ces différents sujets, les, les- les- les pièces du puzzle qui constituent le numérique responsable. Donc sur ce point-là, on pourrait résumer le numérique responsable via cette formule-là, hein. Donc c'est de reprendre en compte tous ces éléments et les inclure dans le process de réflexion, le process d'achat, le process de formation. Voilà, donc tous ces éléments-là sont des petits mémos, des moyens mnémotechniques pour se rappeler les bons gestes, les bonnes pratiques pour faire en sorte que demain, le numérique reste euh, un élément qui soit plus positif que négatif pour l'homme et la planète. Sinon, le numérique responsable, il y a depuis quelques années, en 2018, a été créé
l'Institut du numérique responsable, basé à La Rochelle. Donc cet institut-là a pour mission de fédérer différentes actions et recherche-développement autour du numérique responsable. Vous avez la possibilité de compléter votre culture autour de ce sujet via des MOOC. Vous avez un MOOC de sensibilisation qui est disponible. Vous avez un qui est léger en termes de temps. Vous avez également un MOOC plus complet qui va vous permettre d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Et à l'issue de ce MOOC-là, vous pouvez passer un certificat de connaissance. Vous aurez un petit badge sur le numérique responsable qui vous permettra de valider la bonne compréhension du sujet. Donc typiquement, dans les actions de l'INR, vous avez de la sensibilisation, de l'information. Le Cyber World Cleanup Day est également à une initiative en partie également de l'INR. Et il y a eu de créer un nouveau label en France, le label numérique responsable, qui a permis de structurer la démarche de différentes organisations, entreprises, pour pouvoir valider, comme il y a sur d'autres sujets de la qualité, le RSE, et bien valider que des entreprises ont une stratégie et des actions concrètes sur le numérique responsable. Donc typiquement, il y a des régions comme la région Bretagne qui a été labellisée numérique responsable. Vous avez des différentes entreprises de différentes tailles et de différentes secteurs d'activité qui ont été également labellisées. Et ce niveau de label a été réparti en deux pour pouvoir permettre à certaines entreprises d'initier une première démarche qui soit déjà incitative et puis ensuite voir après pour aller vers une démarche un peu plus engageante. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez donc différents acteurs qui sont partie prenante de l'INR qui soutiennent cette démarche-là. Donc, il y a aussi d'autres informations disponibles sur d'autres sites, hein. Le milieu du numérique responsable est très large, hein. Vous avez des acteurs comme des acteurs comme le Chips Project, qui est aussi un acteur important. Vous avez greenIT.fr, vous avez Boavista, vous avez pléthore d'acteurs qui sont dans le sujet et qui contribuent collectivement à faire en sorte de réduire l'impact du numérique. J'en resterai là pour cette première partie, hein, qui était un survol et pour certains peut-être une découverte et pour d'autres un complément. Mais voilà, vous avez pas mal d'informations complémentaires que vous pourrez voir ultérieurement. Je vais passer au deuxième sujet. Par rapport à votre promotion système et réseau, donc Ave m'a proposé de vous présenter un petit peu le monde du réseau avec un prisme un peu plus numérique responsable. Donc c'est les challenges que je vais relever aujourd'hui. Donc je vais parler des réseaux d'entreprise, un milieu dans lequel vous allez être confronté de plus en plus, hein. Vous avez pour certains soit une expérience d'apprentissage, de stage ou autre. Et donc, juste déjà pour positionner le sujet, on parle beaucoup de l'impact des terminaux au niveau de l'environnement. Vous retrouvez ici un tableau qui émane d'une étude annuelle du greenIT.fr qui est basée sur l'inventaire de différents acteurs de collectivités ou entreprises qui participent à une étude. Et donc, de cette étude-là ressortent différents chiffres. Donc, vous voyez ici un tableau multicritères. On parle souvent des gaz à effet de serre, on parle souvent de la consommation énergétique, mais dans les impacts, comme ça a été évoqué sur quelques questions du quiz, il y a l'impact aussi de la consommation d'énergie, il y a l'impact de la consommation d'eau et de la consommation des ressources. Donc oui, si on prend tous ces critères,
le secteur le plus impactant, c'est l'environnement utilisateur. Maintenant, le secteur du data center et du réseau sont juste dans les places en dessous. Et donc, même si c'est que la seconde place, il y a quand même des actions à mener, parce que j'espère que on va tendre à diminuer l'impact environnemental utilisateur, mais si on ne fait aucune action au niveau du réseau et du data center, on va avoir ces deux parties qui vont être dans le top 2 du podium dans quelques temps. Voilà. Concernant le réseau, je voulais aussi vous repartager, on va faire un parcours de tous les réseaux qui existent derrière ces acronymes-là pour donner des pistes de réflexion, des points d'attention sur tous ces sujets-là, car il y a toujours des petites réflexions que l'on peut faire et des choix que l'on peut prendre pour faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction. Mais le réseau ne serait rien sans sa connectivité physique. Et donc derrière la connectivité physique, on a bien sûr du câblage. Donc le câblage, vous savez, il y en a deux types. On parle de câblage cuivre ou de câblage fibre. Donc soit avec le matériau comme ça, il s'appelle le cuivre, ou soit à base de fibres optiques qui sont réalisées soit avec de la silice ou du plastique. Mais globalement, ce sont les deux types de câblage les plus utilisés en milieu professionnel et maintenant personnel. La fibre optique est également dans nos maisons. Et donc, si on prend le fameux ACV, l'analyse de cycle de vie, on se rend compte que l'impact le plus fort, c'est à la fabrication. Donc, ce qui veut dire que le point important, c'est le choix d'achat à la conception. Est-ce qu'on part sur du cuivre ou est-ce qu'on part sur du fibre? Donc ces sujets-là, dans le monde de l'entreprise, on les a régulièrement. On peut souvent avoir des réflexes pour certaines connexions. Donc je remettais ici un petit peu les catégories de câblage. On a vraiment la partie cœur de réseau, où typiquement celle-ci, la question se pose toujours cuivre ou fibre. La distribution, c'était aussi également la même question. Mais l'accès, on est plutôt sur aujourd'hui la connexion cuivre, filaire ou sans fil. Donc, il y a des avantages à la fibre optique, il y a des avantages au cuivre. Si on est dans un contexte d'extension, on ne va pas se poser les mêmes questions qu'un contexte de renouvellement, mais il faudra avoir cette idée-là en tête. Sur la partie câblage cuivre, vous avez aussi différentes catégories de câblage. On a rendu au câblage catégorie 8 pour atteindre de haut débit. Ces différents câblages ont également aussi des impacts différents. Juste sur la partie comparaison des catégories 6 et 7, vous n'avez pas le même impact sur la fabrication, typiquement, parce que le catégorie 7 est un câblage plus lourd, plus composé de plus de cuivre. Donc son avantage, c'est qu'il consomme moins d'énergie, mais à la fabrication, il a un impact plus fort. Donc, adapter le câblage en fonction du besoin. Un câblage catégorie 8 pour connecter un poste de travail, la question se pose. Catégorie 8 pour du câblage de distribution ou cœur de réseau, l'intérêt il est plus important parce qu'on va pouvoir être aligné entre le besoin de débit et le matériel retenu. Voilà, donc ce sont quelques éléments de réflexion entre le fait de dire j'homogénéise tout, je mets du câblage dernier cri partout. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce utile? Concernant la partie LAN, il y a également aussi des questions que l'on peut se poser. Là, typiquement, je vous ai représenté un petit schéma que vous retrouvez dans des entreprises d'une certaine taille, qui ont quand même quelques locaux techniques et un nombre important d'accès. Mais déjà, le point important, on l'a vu tout à l'heure, le choix du câblage. Maintenant, le choix des équipements est aussi important.
Est-ce que l'équipement que je vais sélectionner va être un équipement monobloc, tout en juste un switch, ou est-ce que ça va être un équipement type châssis qui va avoir de mutualiser toute la partie euh, contenant, et puis avec ensuite la mise en place de cartes filles spécifiques pour délivrer de l'accès en fonction de la distribution de serveurs ou autre. Donc ce choix-là déjà peut être un choix important. Ça permet éventuellement de mutualiser l'énergie, de mutualiser une partie matérielle et de faire en sorte qu'il soit plus durable dans le temps en changeant uniquement des cartes filles, par exemple. Donc voilà, ça fait partie des questions qui sont à même de se poser. Vous avez pareil la partie câblage. Est-ce que je mets des jarretières fibres systématiquement pour brasser? Est-ce que je prends pas du cuivre? Voilà, vous avez aussi également la notion de redondance. Est-ce que forcément je double tout par sécurité? Et ce qui fait que je double mon impact? Ou est-ce que je pars sur uniquement des équipements simples et je prévois un spare à côté ou une maintenance suffisante pour le remplacer en cas de défaillance? Voilà, vous avez toutes ces pistes-là à travailler, hein, comme les choix d'architecture, hein. Est-ce que j'attache doublement, simplement les équipements? Voilà, entre une connexion importante au débit et puis une double connexion moyenne débit, est-ce qu'au final, le second choix n'est pas plus intéressant? Voilà, là un petit peu toutes les pistes de réflexion que je voulais partager sur cette partie-là. Concernant la partie trafic et énergie, donc transmettre de la donnée sur un réseau consomme de l'énergie. Donc s'il n'y a pas d'optimisation, on retrouve une consommation d'énergie qui est proportionnelle à la vitesse de transmission des données. Donc vous voyez ici un petit peu la consommation entre les différents débits de 100 mégas à 10 gigas. Donc forcément, quand on va plus vite, on consomme plus. Donc pour compenser cette consommation d'énergie, il y a une norme qui a été établie, la première version en 2010, hein, autour de l'Energy Efficiency Ethernet, là, qui s'appelle maintenant le Green Ethernet, qui permet de mettre certains composants, les puces, en mode veille pour pouvoir réduire la consommation d'énergie et en attendant que un nouveau besoin de transmission de données est sollicité. Et donc pour ce faire, eh bien, il y a tout un, un process qui se met en place de timer pour pouvoir réactiver la communication quand il y a besoin. Donc ce protocole-là permet de faire des pauses, permet aussi éventuellement de réduire le débit si il devient adapté de le faire. Et puis en fonction également du câblage, hein, câblage cuivre, on va en général jusqu'à 100 mètres. Donc est-ce que entre un câblage qui fait 2 mètres ou 99 mètres, eh bien on adapte la puissance pour être sûr qu'on ne soit pas en surconsommation. Donc voilà un petit peu les bénéfices de ce protocole-là, qui est également pareil un sujet à regarder lorsque vous êtes dans la configuration de vos équipements, pour vous assurer qu'il soit actif par défaut et bien sûr qu'il soit actif de part et d'autre les extrémités de la connexion. Autre sujet de consommation dans le monde du réseau local, c'est le sujet de la consommation des terminaux. Donc la partie PoE, comme vous avez pu la voir en cours et en entreprise, donc elle a été utilisée tout au début principalement par rapport à l'alimentation de bornes Wi-Fi, hein, pour éviter d'avoir à chaque fois une prise électrique proche d'une borne pour l'alimenter. Et donc cette norme de PoE a évolué depuis le temps, hein, ça fait maintenant 20 ans, 20 ans que le PoE existe. Et donc son évolution a permis d'utiliser de plus en plus de puissance mutualisée. Et
Donc son usage est à réfléchir, hein. Le PoE peut réduire le nombre de matières, hein. Au lieu de tirer justement un câble électrique plus un câble réseau, on mutualise les deux. Donc il y a une économie d'échelle par rapport à ça. Il peut aussi être utile, hein, aujourd'hui dans la notion de consommation. Les équipements consommant des puissances différentes maintenant peuvent être de plus en plus alimentés par PoE. Lorsqu'on était limité aux 15,4 watts, on était uniquement sur peu d'équipements. Maintenant que l'on arrive à des puissances jusqu'à 100 watts, eh bien, quasiment tout type d'équipement électronique peut être alimenté. Donc ça peut être aussi un sujet lorsque vous êtes dans l'extension d'un bâtiment, un nouveau bâtiment. Voilà. Pourquoi ne pas alimenter éventuellement directement des écrans dans les salles de conférence ou des ordinateurs directement avec la prise réseau et ne pas avoir des transformateurs électriques qui traînent partout et qui consomment et qui chauffent. Voilà, c'est un sujet qu'il faudra aussi intégrer dans les différentes pistes de réflexion. Donc on a vu le câblage, on a vu la partie LAN, et le petit cousin du LAN, c'est le wireless LAN, donc plus communément appelé Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, certes, a un super intérêt, c'est la mobilité, mais au-delà de cette mobilité, son intérêt est également dans la mutualisation d'équipements. C'est-à-dire que vous avez, au lieu d'avoir plusieurs câbles réseau qui desservent des personnes, eh bien, vous avez uniquement le support de l'air qui permet de transmettre les données entre un switch de distribution et des utilisateurs. Donc il y a un gain par rapport à ça. Par contre, il ne faut pas non plus être dans la notion de toujours plus, toujours plus de nouveautés et toujours plus d'équipements. Il faut aussi voir si l'évolution des normes proposées, eh bien, elle est pertinente par rapport aux usages réels. Vous avez maintenant un nombre de Wi-Fi en termes de génération qui arrive au nombre de 6. Tous les équipements aujourd'hui qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise ou dans le monde personnel ne sont pas de génération 5-6. Donc, tout choix de faire évoluer le Wi-Fi peut avoir des impacts. Vous avez encore dans certains entrepôts des terminaux de code à barre qui sont avec des OS très, très anciens et qui supportent pas forcément les dernières générations de Wi-Fi. Donc voilà, la condition, un des critères de choix va être le parc existant de terminaux à adresser en Wi-Fi et à la réelle utilité après des nouveautés. Vous pouvez aussi faire un mixte, hein, vous n'êtes pas obligé de renouveler entièrement votre parc de bande Wi-Fi d'un seul coup. Voilà, donc il y a comme d'habitude, hein, ACV, analyse du cycle de vie, il y a l'achat, l'usage, et puis après la fin de vie. Donc dans quand même des bénéfices des dernières normes, hein, il y a quand même une prise de conscience qu'il est important de... On a perdu ton micro, David. On t'entend plus. Ah, c'est C'est bon, bon? c'est revenu. Ah, Merci. quelqu'un m'a coupé mon micro. S'il y a une question, vous pouvez la poser dans le chat, hein, je répondrai tout à l'heure, pas de souci. Merci Hervé. Donc je continue. Donc typiquement sur la partie Wi-Fi, les améliorations va permettre de faire durer plus longtemps un équipement connecté sans le recharger. Donc vous avez des normes comme la TWT qui permettent de réduire de manière importante la consommation d'énergie. Vous avez aussi maintenant la capacité d'avoir un réseau Bluetooth géré également par les bandes Wi-Fi, donc ce qui permet aussi de mutualiser
certaines solutions de connectivité pour agréger certains capteurs sur ces bandes-là. Et puis, par contre, la contrepartie, c'est que aussi, si on part sur des technologies de dernière génération, il va falloir aussi être en capacité d'aligner les besoins de ces nouvelles bornes sur le reste de l'infrastructure. C'est-à-dire que plus on va donner d'accès en bande passante aux utilisateurs, plus il faudra que le réseau de distribution et le réseau de cœur soient aussi en capacité d'absorber ce trafic-là. Donc il y a toute la partie connectivité à prendre en compte, ainsi que l'alimentation, parce que en termes de puissance, ce n'est pas la même. Et puis par rapport au câble, il y a aussi toutes les paires vont être utilisées pour transférer la partie énergie PoE sur le câblage cuivre, alors que sur les premières technologies PoE, c'était moins de 2 paires, quoi. Alors, on a parlé LAN et Wi-Fi. Il y a des avantages dans les deux. Il y a quelques petits points que je voulais aussi vous mettre en perspective. Concernant le Wi-Fi, donc je l'avais évoqué, moins de câblage. Par contre, le Wi-Fi, bien souvent, il reste allumé 24 heures sur 24, alors que dans les entreprises, les personnes sont plutôt présentes en général 8 heures dans la journée. Donc, voilà, une question ouverte par rapport à ça. Si votre PC en entreprise il est connecté sur une prise réseau murale, eh bien, vous allez le recharger moins souvent que si vous le mettez en Wi-Fi. La consommation du réseau Wi-Fi, elle est significative et joue énormément sur l'autonomie. Et puis, il y a une question qui peut se poser après, hein, dans les différentes architectures que vous allez rencontrer vis-à-vis des équipements qui contrôlent les bandes Wi-Fi. Et bien maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des contrôleurs qui sont dans le cloud. Donc, quid de mettre une solution de gestion à l'extérieur de l'entreprise par rapport au RGPD, par rapport à la disponibilité, par rapport à la consommation du trafic vers le cloud. Bon, voilà, il y a des sujets, des questions à se poser. Alors souvent, c'est le trafic de contrôle, hein, c'est pas tout le trafic qui passe au travers du cloud. Et puis, l'autre point qui peut être aussi, là, par contre, quelque chose de positif, ouvrir un réseau d'entreprise Wi-Fi de manière sécurisée en passant par un réseau spécifique, mais ouvrir du Wi-Fi aux employés pour leurs terminaux personnels, hein, ce qu'il y a derrière le Bring Your Own Device, c'est le fait de pouvoir accepter des terminaux utilisateurs sur le réseau d'entreprise. Eh bien, ça peut éviter que les utilisateurs se connectent en 4G pour consulter certains documents, certaines infos. Donc ça, voilà, c'est un petit peu aussi la possibilité de réduire l'impact de la consommation. Voilà, et puis sur la comparaison entre les deux, un petit élément à partager, bien sûr, c'est aussi qu'est-ce qui consomme le plus. Voilà, comme on l'avait vu tout à l'heure par rapport aux autres slides, il y a forcément une consommation plus importante en Wi-Fi que sur un câble Ethernet. Alors, on a vu toute la partie, on va dire, intérieure d'un réseau d'entreprise, hein, la partie câblage, le réseau local et le réseau Wi-Fi. On va sortir du périmètre principal de l'entreprise pour aller dans la partie extérieure plutôt, hein, la partie wireless WAN. Et donc, ce réseau 3G, 4G, 5G et bientôt 6G, il est de plus en plus évoqué pour dire que ce sera un réseau qui remplacera les réseaux d'entreprise. Comme on l'avait dit pour le Wi-Fi vis-à-vis du LAN, mais au final, moi, je suis plutôt dans le parti pris de dire que ce sera, comme beaucoup de sujets, de l'hybridation. On va être dans l'utilisation de différents types de réseaux pour différents usages. Et le réseau XG va être plutôt utilisé en extérieur et pour connecter de l'IoT. Et bien sûr, au milieu, le smartphone représente l'équipement qui est utilisé à la fois en extérieur et en intérieur. Et puis en intérieur, on va rester sur plutôt des usages de tablettes et de PC.
Voilà un petit peu les deux possibilités. Les risques que l'on a par rapport à ça, il y a deux risques, hein. On parle souvent maintenant dans le responsable de l'obsolescence. Eh bien oui, le fait de mettre en place un nouveau réseau 5G rend de manière naturelle, malheureusement, l'obsolescence de tous les équipements qui ne sont pas compatibles, et donc tous les équipements 4G, 3G et autres. Donc ça, c'est un vrai sujet. On va inciter les personnes à faire du renouvellement d'équipements alors que ce n'est pas forcément utile. Et puis bah, l'effet rebond. Pourquoi on parle d'effet rebond? C'est le principe de plus quelque chose est disponible, plus on va l'utiliser. Donc moins l'essence est chère, plus on va faire des kilomètres. Et bien, plus on va avoir de bande passante et plus on va pouvoir on va regarder des vidéos et on va télécharger. Donc cet effet rebond, il est négatif dans le sens où il va augmenter de manière importante l'impact global. Quelques éléments aussi d'indication par rapport à ça, sans surprise, hein, plus on augmente, plus on évolue dans les technologies 3G, 4G jusque-là, plus on consommait d'énergie et on en consomme beaucoup plus que le Wi-Fi. D'où ma remarque tout à l'heure sur la partie sur la capacité à faire en sorte que des équipements personnels puissent se connecter à du Wi-Fi. Et sur ce point-là, il y a un autre élément que je voulais partager avec vous, c'est justement 4G versus 5G. Donc c'est un sujet qui a eu beaucoup de débats dans différentes collectivités pour diverses raisons. Je vais vous donner quelques éléments de comparaison, mais ce n'est pas exhaustif, hein. Je mets à côté toute la partie autour de la santé, par exemple. Mais la 5G va consommer plus d'énergie de manière nominale. Il y aura des améliorations qui seront certainement faites. Certes, les débits vont être nettement plus importants, mais aujourd'hui, selon les usages que l'on a en 4G, est-ce que la chaîne 5G est utile pour certains usages? Je vous laisse répondre à la question de manière individuelle. Par contre, un des bénéfices, c'est la capacité à connecter de nombreux équipements. Donc, pour des zones qui ne sont pas encore couvertes en 4G, ça peut être un intérêt. Pour des zones qui sont déjà couvertes en 4G, il faut aussi se poser la question. La 5G a aussi des améliorations, comme son petit frère du monde de l'indoor, la partie Wi-Fi 6, eh bien, une amélioration au niveau de la gestion du trafic et du coût de l'énergie. Donc voilà un petit peu les différents points qu'il faut avoir. Et puis, au niveau de la 5G, l'objectif, c'est d'avoir des zones de couverture plus maillées, donc avec plus de bornes. Donc, on va avoir un impact sur, on va dire, les aspects aménagement urbain, sur du coup tout ce qui est associé à ça. Donc, plus on met de bornes, plus il faut passer du câble, plus visuellement il y a des antennes, plus il faut d'équipements de concentration. Voilà, donc c'est tout ça qui est à mettre dans la balance entre le côté positif et négatif. Par contre, on va pouvoir y agréger plusieurs équipements intelligents qui vont faire partie des smart cities, smart buildings, pour pouvoir utiliser le réseau 5G. Donc c'est la globalité de tout ça qu'il faut avoir en tête. C'est voilà, l'usage, l'intérêt, l'existant, et puis au final faire l'addition de tout cela. Petit sujet autour de la partie, je vais revenir dans le milieu de la virtualisation des réseaux d'entreprise. Au niveau de la virtualisation, celle-ci existe depuis longtemps au niveau du réseau. Elle a évolué au niveau de la partie cœur de réseau, mais elle a toujours pu, dès le début, faire en sorte de mutualiser des matériels physiques pour y gérer différents réseaux de manière sécurisée. Donc le VLAN est un outil du coup important à mettre en place en termes de mutualisation.
il est encore plus important dans la convergence des réseaux qui étaient séparés. Donc, à un moment donné, peut-être encore pour quelques entreprises, il y avait les réseaux téléphoniques qui étaient séparés des réseaux data. Et maintenant, la convergence s'est faite, ou est encore en train de se finir. Et puis maintenant, on est dans la convergence de la partie équipement, on va dire, de tout ce qui est industriel, pour pouvoir mutualiser les infrastructures avec la partie réseau, réseau bureautique. Donc ces deux réseaux-là font que le VLAN a encore une utilité plus forte et qu'il est important de mettre en œuvre. Concernant la partie centre de données, là c'est pareil, le VLAN est utilisé pour pouvoir mutualiser encore plus les différents environnements qui sont en data center, et le fait que de plus en plus d'équipements soient des équipements applicatifs virtuels, type firewall virtuel, et puis d'autres éléments de serveurs virtuels et autres, eh bien le VLAN remplit encore une fonction importante de séparation, de segmentation de tous ces services-là au travers d'un même équipement. Donc il y a vraiment un aspect positif sur cette fonctionnalité-là. Mais sur la partie donc réseau d'entreprise, pour celles qui sont multisites, hein, qui doivent interconnecter soit des agences, des entrepôts, et puis des usines, par exemple. Donc, historiquement, beaucoup d'entreprises avaient des réseaux privés sur des technologies gérées par des opérateurs et raccordaient tous leurs sites distants au site principal. De plus en plus, on arrive dans un contexte hybride où on retrouve des ressources applicatives des entreprises non seulement dans le data center principal, mais également dans des data centers externalisés, dans le cloud. Et ces différentes instances applicatives doivent être adressées par tous les utilisateurs, mais ces utilisateurs-là se retrouvent également dans des contextes de mobilité, donc ils ne sont pas forcément en permanence sur un site de l'entreprise. On l'a vu avec l'essor du télétravail. Donc on se retrouve avec un réseau qui emprunte différents chemins, et si on laisse une configuration plutôt centralisée vers le site principal, on se retrouve à avoir beaucoup de flux réseau qui arrivent vers le site principal pour rebondir après vers Internet. Donc ça a des aspects intéressants sur la partie sécurité, mais au niveau aiguillage, au niveau trafic, consommation, ce n'est pas du tout viable. Et l'expérience utilisateur en est également ressentie du fait que plus on passe par de chemins différents, plus on va allonger les temps de latence, et typiquement pour des flux délicats tels que la voix ou la vidéo, ça va se ressentir. Donc pour cela, il existe maintenant des solutions derrière l'acronyme SD-WAN, Software Defined Wireless Area Network. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un équipement qui va être piloté de manière intelligente pour être à lui-même, lui également intelligent sur la gestion du trafic local. C'est-à-dire que cet équipement-là va pouvoir à lui seul regrouper différentes fonctions de sécurité, d'accès, qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions et d'appliquer les bonnes politiques. Donc l'intérêt, vous voyez déjà par rapport à la mutualisation, au lieu d'avoir un équipement routeur, une borne Wi-Fi, un switch, un firewall pour une agence, une multi-agence, et bien vous pouvez avoir un seul équipement. L'autre intérêt, il se retrouve sur ce qui est représenté au milieu, la gestion des différentes connexions réseau. C'est de pouvoir être connecté à différents types de réseaux. Donc, bien sûr, la localisation fera que des prérequis sont différents.
Mais en tout cas, s'il a accès à un réseau XG, un réseau MPLS opérateur et puis un accès à Internet, eh bien, on va pouvoir configurer l'équipement pour emprunter un ou deux chemins à l'instant T en fonction de la pertinence euh, du trafic, c'est-à-dire la destination du trafic, l'encombrement de la ligne, le débit de la ligne, ou enfin le coût de la ligne. Donc ces différents paramètres sont définis en centrale et poussés sur les différents équipements pour avoir une configuration qui s'adapte à nos différents flux. Donc on peut ainsi retrouver des connexions 3G, 4G, demain 5G, qui sont des connexions de secours. Demain, ça peut être juste une connexion nominale pour un site éphémère, hein, pour un salon ou un chantier. Mais la technologie sans fil devient un support pour pouvoir connecter des sites distants. On peut voir également de l'Internet qui est utilisé directement comme ça sans passer par un réseau opérateur pour être le plus connecté le plus rapidement et de manière la plus directe vis-à-vis des services bureautiques qui sont de plus en plus dans le cloud. Donc, quel est l'intérêt de passer par le site principal pour faire de la visio avec un partenaire extérieur? La question se pose. Donc voilà, donc ces différentes possibilités-là qu'offre le SD-WAN eh bien, vont aider à réduire différentes actions que les statiques étaient mises en place en termes de configuration. On va être dans une action d'intelligence et de configuration dynamique des flux. On va être dans la mutualisation des équipements et dans le bon choix de la technologie de support. Donc voilà un peu les évolutions côté WAN qui vont dans le bon sens. Alors après, c'est pareil, le remplacement de toute partie peut se faire de manière proportionnée, étalée dans le temps. Voilà, il faut aussi voir la réelle utilité par rapport au flux nécessaire. Concernant la partie data center, donc là, je vais revenir sur le sujet qui a été parfois un peu mis de côté, parfois et qui a été accéléré. Donc, il y avait une volonté depuis plusieurs années de faire converger les réseaux de transition de données back-end entre les serveurs et le stockage versus le réseau front-end entre les serveurs et les utilisateurs pour mutualiser toute la partie matérielle. Donc, il y a eu différents essais selon les constructeurs et différentes technologies. Maintenant, on est sur maintenant une standardisation du protocole ISCSI qui permet de faire transiter sur un switch classique Ethernet des protocoles de stockage. Donc ça, c'est une avancée qui permet donc de mutualiser les différents équipements réseau que l'on trouve dans les data centers. Donc c'est quelque chose qui, pour certaines entreprises, n'est pas encore mis en place. Voilà, il y a encore certains silos des fois entre les admins stockage et puis système et puis les admins réseau. Bon, ça, c'est des sujets qui évoluent, mais il y a un vrai avantage pour éviter d'avoir des switches avec beaucoup de ports non connectés et puis une double gestion de configuration. La dernière évolution dans ce milieu-là, c'est la partie hyperconvergence, où on va mutualiser encore plus les équipements. Donc là, ça va être un peu plus que le réseau, c'est qu'on va mutualiser aussi la partie base stockage et serveur pour finalement ne retenir que la partie serveur. C'est-à-dire que depuis longtemps, on a fait en sorte que les disques des serveurs soient mutualisés à l'extérieur dans des baies, et maintenant on revient à remettre les disques des serveurs dans les serveurs et on mutualise logiquement, virtuellement leur stockage. Donc voilà, ce sont des avancées grâce
différentes technologies de virtualisation, mais qui permettent d'avoir des architectures beaucoup plus simples, beaucoup plus évolutives, et au final aussi des architectures qui sont beaucoup plus concentrées. Donc dans les data centers, ça va alléger encore plus l'empreinte physique des équipements et également tout ce qui est autour du coup, donc la chaleur qui est dissipée et aussi la consommation d'énergie pour les alimenter. Donc ce sont aussi des pistes à travailler dans vos différentes situations concrètes en entreprise. Je terminerai sur quelques préconisations, quelques éléments complémentaires. On parle de durée de vie ici pour avoir une conscience que dans la partie réseau, si on prend même le câblage a une durée de vie encore plus longue. Donc tous les choix qui vont être pris pour plusieurs années. Et donc c'est important d'avoir déjà ça en tête. Et l'objectif, c'est aussi de faire durer. Donc, en général, dans la pyramide OSI, plus le matériel est en bas, plus on le fait durer. Et puis, le plus éphémère, c'est la partie malheureusement des terminaux. Donc, à vous de jouer pour faire inverser certaines tendances. Mais qui dit de prolonger la durée de vie dit aussi gérer quelques risques de panne ou d'obsolescence. Donc, pour ce faire, il est important de choisir les bons supports en fonction de ce qui est disponible, bien sûr, hein. Tout à l'heure, Hervé évoquait la notion d'indice de réparabilité. Eh bien, oui, dans ces indices-là, on a aussi la durée de disponibilité des pièces détachées. Donc, c'est un point à prendre en compte. Et puis, l'évolution aussi des technologies, hein. Donc, c'est vrai qu'un équipement qui a déjà 5 ans va ne pas avoir forcément la possibilité d'évoluer, ne serait-ce que par ses capacités physiques. Donc ce sont des éléments à prendre en compte dans le choix et puis dans le renouvellement et dans la vie des réseaux. D'autres éléments sont aussi intéressants dans les évolutions. On parle beaucoup maintenant d'automatisation, même au niveau du réseau, de supervision. Et donc, on va disposer de plus d'éléments de tableau de bord pour mieux comprendre ce qu'il y a dans le réseau en termes de problématiques de trafic, de configuration, des consommations. Donc, ça permet d'agir de manière plus rapide, plus précise, d'avoir des éléments de correction d'erreurs humaines. Donc, c'est toujours un plus pour la santé mentale des administrateurs réseau, par exemple. Et puis, ça va permettre aussi d'automatiser certaines actions, hein. Pourquoi ne pas éteindre le Wi-Fi, par exemple, le soir? Donc, grâce à l'automatisation, on va pouvoir faire en sorte que ce soit directement planifié. On automatise beaucoup dans le monde du cloud pour éviter que des instances fonctionnent 24/7. Et bien, autant appliquer cette bonne pratique-là dans le monde du sur-site. Voilà. Et donc, j'en ai terminé pour les éléments que je voulais vous partager. Et puis, il reste encore quelques minutes pour pouvoir échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou bien à les poser dans le chat. Merci à vous. Je vais ouvrir le chat. Alors, oui, donc je vois qu'Hervé a posté quelques éléments. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme question? Hervé, en as-tu vu quelques-unes en particulier? Alors, il y a une question de Mishki. Comment concilier concrètement ces actions-là à l'évolution technologique? Être en retard ou avoir une infra obsolète par rapport à ses partenaires et ou clients peut être gênant. Je parle surtout du matériel à garder le plus longtemps pour réduire notre impact.
Alors, il y a différents aspects, donc merci pour la question. Alors comment conseiller concrètement toutes ces actions? Alors, l'évolution technologique, peut avoir un intérêt, dans certains moments, mais est-ce que, cette évolution technologique, elle est pertinente par rapport au contexte de l'entreprise? C'est ça qu'il faut vraiment se poser. C'est est-ce que cette nouvelle technologie, elle est utile aujourd'hui pour, d'autres aspects positifs, hein, pour, réduire des temps de traitement, pour, réduire améliorer certains services et du coup, faire en sorte que l'entreprise, soit plus efficiente. Donc la question, elle se pose là. Ou n'est-il pas forcément essentiel de l'avoir dès maintenant, d'attendre peut-être 1 an, d'attendre la fin d'un cycle de renouvellement pour mettre en place une nouvelle technologie? Ou pourquoi pas la mettre uniquement sur certains besoins, certains sites, certaines fonctionnalités? Voilà, c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on doit être les fameux early adopters qui l'apprennent tout de suite et la mettent en place? Ou est-ce qu'il ne faut pas attendre vraiment d'en avoir besoin? Donc ça sera ma réponse. Le deuxième point, être en retard par rapport à mes partenaires clients, ça peut être gênant. Bah, là, typiquement, ça va dépendre de. C'est pas, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect image et l'aspect usage. Il y a des technologies qui sont pas forcément utiles à mettre en place tout de suite, hein, comme je disais, et les clients et partenaires vont être de manière eux aussi dans cette contrainte de faire en sorte que de ne pas changer à tout va non plus les technologies, car ça consomme du temps humain. Faut gérer les projets, il faut les déployer. Ça, il y a aussi euh, un coût financier, il y a un coût environnemental qu'il faut maintenant prendre en compte, qui sera de plus en plus regardé. Et donc voilà, pour cet aspect-là, je pense qu'il n'y a pas selon la situation du contexte de l'activité, être en retard par rapport à l'implémentation de technologies, c'est pas forcément être déphasé par rapport à son activité. Et ensuite, bah, quand je parlais d'image, hein, on montrait beaucoup, on mettait en valeur en fin de compte des personnes qui avaient tendance à avoir des nouveaux équipements en disant oui, il a la page, c'est super. Et ben, j'espère que les idées vont changer et qu'une personne qui va avoir un, un téléphone reconditionné, par exemple, bah, sera aussi bien mis en valeur que ne l'était auparavant quelqu'un qui avait un iPhone, quoi. Donc voilà, la tendance aussi, elle est un peu comme ça. Et après, bah, garder son équipement plus longtemps, bah, oui, pour certaines entreprises, il peut y avoir des fois des problèmes de sécurité pour certains équipements. Donc, il faut voir justement poser le pour et contre vis-à-vis du contexte entre l'obsolescence fonctionnelle ou de sécurité versus l'obsolescence matérielle. Mais les différentes lois qui vont dans la bonne direction en voulant séparer les mises à jour mineures, majeures et de sécurité, eh ben, vont faire en sorte que l'on va pouvoir faire durer un équipement un peu plus ancien tout en garantissant son niveau de sécurité. Alors ensuite, question de Laurent. Quelle est la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre et en termes de pollution globale? Donc, ah bah, la réponse est en dessous. Bien, bravo, 4%. D'autres chiffres à retenir, hein, sur la consommation typique d'énergie, hein, le numérique, c'est 10% de l'électricité mondiale. Voilà un petit peu l'ordre de grandeur. Donc toutes ces ordres de grandeur, comme disait Hervé, hein, l'augmentation, elle est importante. C'est-à-dire que oui, 4%, certains vont dire que c'est pas beaucoup par rapport au reste, mais toutes les autres activités n'ont pas une tendance à croître de 6 à 9%. Donc d'ici quelques années, les 4% vont être plutôt 10, 12, 14%, et donc on ne sera plus dans la même catégorie, quoi. Et c'est ça qu'il faut avoir en compte, c'est à la fois d'où l'on part et à quelle vitesse on avance, quoi. Et également, comme c'était évoqué un peu plus bas, crypto-monnaie, blockchain, la crypto-monnaie est énergivore. C'est même pour cela que la Chine a expulsé, on va dire,
des data centers de minage de crypto-monnaies parce que ça consommait trop d'énergie par rapport aux autres activités vitales pour la Chine. Donc oui, c'est un vrai sujet de consommation énergétique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Alors oui, question concernant la partie origine de l'électricité. Oui, donc en France, on est dans une situation où l'énergie électrique est majoritairement nucléaire, donc dit décarbonée. Maintenant, l'impact, il est plus important dans d'autres pays. Et j'en reviens à l'analyse de cycle de vie. Si on fabriquait en France, et ben, l'impact euh, sur le gaz à effet de serre serait moins fort. Mais là, la majorité des équipements sont fabriqués en Asie, où l'électricité est plutôt à base de charbon. Et donc, on a un gros impact électrique vis-à-vis des énergies fossiles dans ces pays-là. Donc, par rapport aux équipements que l'on consomme en France, eh bien, si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie, eh bien, on cumule les impacts de ces différents continents. Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu plus bas? Oui, alors à la fin, on parle de l'apport des technologies. Oui, donc le numérique, alors souvent, on résume à toutes les interventions les aspects négatifs du numérique, mais il n'y a pas que des aspects négatifs. Et en ce sens, il y a différents points qu'il faut en retenir. Le numérique permet de faire en sorte d'améliorer, par exemple, la logistique pour éviter qu'il y ait trop de pertes dans les transports. On optimise le remplissage des camions, on optimise le trafic routier. On a également des bénéfices dans le monde de la santé par rapport aux recherches. On a des bénéfices dans le monde, dans le rapprochement des personnes, hein, l'usage de la visioconférence et des réseaux sociaux permettent de rapprocher des personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de positifs dans le numérique, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de négatifs au bilan environnemental. Donc l'idée, c'est d'avoir un usage raisonné pour pouvoir faire en sorte que l'équilibre soit le plus positif possible. Donc voilà, il faut pas en conclure que ceux qui sont dans le numérique sont des pollueurs. Non, le numérique est à la fois un problème, mais une solution. Donc le numérique aide par exemple à réduire l'impact environnemental des autres secteurs d'activité, d'améliorer le monde de l'automobile, d'améliorer le monde des transports, d'améliorer d'autres secteurs qui ont un impact fort. Donc, il est utile, mais c'est pas une finalité en soi. Et donc, c'est pour ça que voilà, les différentes sensibilisations sont autour de ce sujet-là, quoi. Une autre question d'Eric, gaz à effet de serre. Oui, donc tout à fait, comme j'évoquais tout à l'heure, lorsque l'on fait une étude d'impact, on prend multicritères. Donc, il y a la pollution des sols, il y a les pollutions, enfin, pollution et pillage des sols. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus négatif aujourd'hui par rapport à notre vie de demain, ça va être le réchauffement climatique. Et donc, le sujet qui accélère le plus le réchauffement climatique, c'est l'émission de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de projecteurs sur ce sujet-là, qui est aussi peut-être aussi un peu plus connu, mais les dégâts sur la vie des personnes dans ceux qui gèrent l'extraction ou qui gèrent la fabrication ou le recyclage est très important, quoi. Et oui, comme dit Hervé, la Chine fabrique, mais l'Afrique est aussi un continent d'extraction et aussi surtout malheureusement de stockage de déchets.
Y a-t-il d'autres questions? Alors, si j'ai vu cela, au final, notre mode de développement est-il à revoir? Eh bien oui, là l'objectif, hein, c'était en ce sens que, je faisais passer quelques messages. Il faut vraiment, concevoir dès le départ, des services ou des équipements, avec, la réflexion du numérique responsable. Heu, Maintenant, on parle plus facilement de sécurité by design et là, maintenant, j'ai envie de dire, il faut que demain, le numérique responsable soit by design aussi. Donc que ce soit plus un sujet, focus important, sur lequel on met l'accent, mais qu'il soit nativement inclus dans toutes les démarches, informatiques. Donc je vois pas d'autres questions, à moins que j'en ai loupé une. Hervé, tu en vois peut-être une autre ou Non, non, c'est tu as bien effectivement repris toutes les questions. Donc, bah, un grand merci à toi, David, pour tout ce partage de connaissances, pour le temps que tu nous as accordé. Un grand merci également à tous les participants. Vous avez été actifs, vous avez posé des questions, donc c'est vrai que c'est très bien. Je pense que c'est comme ça que c'est le plus intéressant. Euh, voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu aux uns aux autres. Et puis bah, j'espère que maintenant vous aurez peut-être un regard un petit peu différent. Alors après, effectivement, hein, comme dit David, il ne faut pas dire que le numérique c'est le mal. Je pense qu'on a tous un métier qu'on aime, on l'a choisi. Mais effectivement, je pense qu'il faut être conscient des impacts que ça a et puis effectivement faire en sorte d'en tirer le meilleur euh, pour, euh, pour éviter d'aller à la catastrophe et faire en sorte effectivement que l'informatique bah, puisse aider, puisse être un outil pour l'avenir. merci à tous pour votre participation. Je vais vous quitter et puis vous souhaiter une bonne continuation, dans vos études et puis au plaisir de vous croiser un jour. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous et à tous.